Salut à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de Moselle Sport. Cette semaine, Moselle Sport est une émission exceptionnelle et pour m'accompagner, qui de mieux que Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Baptiste. Ça va ? Bien sûr que ça va. Alors, explique à nos amis téléspectateurs pourquoi on porte ces si beaux maillots. Tout simplement parce qu'on a passé notre dimanche à vibrer avec le TFOC, puis on avait passé la saison à vibrer avec eux aussi, donc c'est un peu une émission qui leur est dédiée, mais on va en reparler pas mal dans l'émission. Bien sûr, nous reviendrons bien sûr sur la saison du TFOC en fin d'émission, mais avant nous allons parler des autres résultats sportifs mosellans. Découvrez tout ça dans le sommaire. Elles sont autoritaires, magistrales et à un pas d'un 4e titre de championne de France. Ce soir, en cas de victoire face à l'Entente Saint-Pierraise, les pongistes de Metz pourraient ajouter un nouveau trophée à leur collection après ceux de 2015, 2016 et 2017. Les enjeux de cette finale sont décryptés dans quelques instants. C'était le derby de mal classé en Régional 1 entre Saint-Avold et Forbach. Le premier match de Momo Bekada sur le banc de Forbach s'est soldé par une défaite 2-1. Les buts sont à découvrir dans cette émission. On terminera ce Moselle Sport par le bilan de la saison 2021-2022 époustouflante du TFOC. Les joueuses de Terville-Florange concluent leur championnat de France par une exceptionnelle demi-finale retour face au Voléro Le Canet. Et pour évoquer cette saison historique, Romain Pitou sera l'invité de ce Moselle Sport. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Avant de dérouler toutes ces actualités, découvrons les autres résultats du week-end. C'est l'heure du récap sport. Vous me dites quand ça démarre ? Ah pardon, j'étais en train de remettre mes chaussettes. Allez, je me mets dedans, c'est parti pour le récap sport. Ils sont champions d'Europe. Ouh, pas mal hein ? Ouais. Les Red Dragons ont remporté ce week-end l'Eurocup 2 à Sassari en Sardaigne pour leur première participation. Les basketteurs messins ont gagné leurs 4 matchs et terminent premiers de cette phase finale, juste devant le Puy-en-Velay. Un bonheur ne venant jamais seul, le meneur hollandais de l'équipe, Robin Pogenvich, a été élu MVP du tournoi à l'issue de ces 3 jours. Le combat tant attendu entre Aurore Dos Santos et Inès Piluti, les 2 meilleures mosellanes de ces dernières années chez les moins de 52 kg, a eu lieu samedi soir à Luxembourg. Au terme des 5 reprises, le duel a tourné en faveur d'Aurore Dos Santos, qui s'est imposée au point sur une décision partagée, championne. Je me suis régalé. Je me suis régalé, vraiment. C'est officiel, Sarrebourg valide son maintien en Pro League et ce malgré la défaite ce week-end face à Cherbourg, 2e du championnat. Dans cette rencontre, les Mosellans ont rapidement pris les devants et ont compté jusqu'à 4 buts d'avance. Mais les hommes de Christophe Bondan ont craqué face aux assauts des Normands. Score final 34-32. Au classement, Sarrebourg est 11e avec 20 points. La saison dernière, l'équipe mosellane avait terminé avant-dernier avec 15 unités. Quelle progression! L'Open de Thionville-Gentranche s'est déroulé sur 3 semaines avec plus de 300 participants. Ce dimanche, Hélène Kereselic a triomphé sur Sopiko Tsitskishvili 7-5, 6-2 et le local Antoine Monaco a été sacré en battant Hugo Pierre 6-2, 7-6. Voilà, c'est sur ces magnifiques résultats que l'on se quitte. Bisous bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Un récap sport signé Tim Girard, évidemment. Mathieu, pour Sarrebourg Handball, le maintien est presque validé, il leur reste 4 journées. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mercato ? Parce que le club prépare déjà la saison prochaine en Pro League. C'est ça, le club a bien progressé ces dernières années, il veut continuer à le faire. Et en ce moment, c'est une flopée d'annonces qui sont en train d'être effectuées. On sait un petit peu à quoi va ressembler l'équipe de l'année prochaine, parce qu'il y a des recrutements qui sont annoncés régulièrement. Il y aura donc Félix Verdel, ailier gauche international luxembourgeois, qui va arriver. Jordan Niamdieu, pivot en provenance de Saran. Mario Gvitkovic, j'espère ne pas trop l'écorcher, gardien en provenance de Berne, et un autre gardien, Hugo Kritz, en provenance de Célestat. Et puis il y a aussi eu les prolongations de Aurélien Padelous et de Samy Douchet. Et on le sait, l'entraîneur, Christophe Bondan, va quitter Sarrebourg à la fin de la saison, après de belles années sous les couleurs de Sarrebourg Handball. C'est lui qui a permis au club de rester en Pro League et de viser un peu plus haut. C'est un entraîneur passionné qui s'est vraiment donné à fond pour l'équipe, pour les amener jusque là où ils sont aujourd'hui, avec un maintien quand même bien mérité. Et il y a eu quelques petites divergences apparemment, et il va quitter le navire. Et puis il y aura quelqu'un qui va prendre sa succession. Et effectivement, il faut bien travailler pour assurer la continuité. Il ne s'agirait pas de faire
faire un pas en arrière. Et je pense qu'à Sarrebourg, l'idée est d'aller de l'avant. Toujours plus haut. Mathieu, parlons maintenant de Metz TT qui peut, ce soir, être championne de France pour la 4e fois de son histoire. Je le disais, ce soir, Metz TT jouera sa finale retour face à l'attente Saint-Pierraise en Normandie pour espérer décrocher son 4e titre national. Mais avant de rêver, revenons sur le match aller qui s'est joué dimanche soir. On peut le dire, il n'y a pas eu match entre Metz TT et l'entente Saint-Pierraise. Les Messines se sont imposés 3-0. Je vous propose de revenir sur cette rencontre. Un 4e titre national tend les bras à Metz TT. Sérieux, impérieux et majestueux dimanche soir, le trio Diaconou Teilakovavu a écrasé l'entente Saint-Pierraise, diminué par les absences de la numéro 1, la Singapourienne Zheng retenue en sélection nationale, et de Laura Gasnier, toujours positive au Covid. Il y avait du stress ce soir au début du match, parce que on est passé un peu de outsider ou on va dire 50-50 sur le match à ultra favori, et on a senti une pression énorme sur les épaules d'Adina. Et je le savais, je lui avais dit ce matin que l'objectif de ce soir c'est pas de bien jouer. Voilà, l'objectif c'est pas de bien jouer en finale, l'objectif c'est de la gagner. Effectivement, Adina Diaconou a rempli son rôle de capitaine et de meneuse à merveille. Malgré la perte du premier set, elle a assis sa domination avec sa victoire 3-1 face à Stéphanie Leyette. Toujours aussi prodigieuse et invincible, Maria Telakova n'a fait qu'une bouchée de Lucie Gauthier, même si la Russe a laissé en route la 3e manche. Et le coup de grâce est venu de l'émérite Gia Duovu qui n'a pas fait dans la dentelle face à la jeune Jeanne Robe. La Messine n'a concédé que 16 petits points splendides. Allez, victoire de l'équipe de Metz qui l'emporte à domicile 3-0 dans ce match aller. Encore une fois, le trio infernal de Metz a fait parler sa souveraineté sur la scène nationale. Oui, je suis très contente pour notre match ce soir. On a fait un bon match. C'est moi qui a commencé la finale. J'étais un peu stressée au début, mais de 7 à 7, j'ai commencé à mieux jouer. On était concentrés sur le match, donc j'ai envie de gagner cette finale aussi. L'année d'avant, on a joué une finale et je sens que cette année, c'est notre année. Ce sera un peu mon leitmotiv et puis un peu mon discours avec les filles, c'est de respecter l'équipe adverse et de jouer ce match pour le gagner et non pas pour calculer les sets. On doit aller chercher maintenant ce 4e titre et on a les cartes entre nos mains. Les joueuses de Loïc Belgui sont en ballottage très favorable avant la finale retour de Pro-Dames. En cas de 4e titre national ajouté à la demi-finale de Ligue des Champions, Metz signerait alors sa meilleure saison de son histoire. Et oui Mathieu, Metz peut signer un 4e titre national après 2015, 2016, 2017. Ça peut être historique pour eux, si on compte aussi la demi-finale de Ligue des Champions cette année. Ouais, c'est vraiment bluffant ce que réalise cette équipe. C'est des joueuses qui ne sont pas au club depuis très très longtemps. Il y a eu quelques bouleversements ces dernières années dans l'effectif. Et malgré tout, bien, le Guelguise a réussi à les emmener tout ensemble vers des résultats bluffants. Et elles ont réussi à aller loin en Coupe d'Europe. Elles vont très loin en championnat. C'est un club qui n'a pas un palmarès non plus dithyrambique. On l'a dit, seulement 3 titres dans son histoire au niveau national. Et bien là, un 4e, ce serait vraiment marquant. Et puis effectivement, la Coupe d'Europe, on l'a vécu aussi en direct, on a vibré aussi avec cette équipe-là et c'était vraiment impressionnant ce qui se passait et on espère continuer à voir cette équipe progresser. Ce soir, Metz TT joue son match retour en Normandie. Il leur faut gagner que quelques sets pour décrocher ce titre, donc on peut dire que c'est presque fait pour eux. Oui, c'est quasiment fait. Après, c'est le malheur pour l'entente Saint-Pierraise qui s'est présenté vraiment diminué avec des cas de Covid quelques jours avant le match qui avaient décalé le match, qui avait été décalé. Il faut rappeler que le match était prévu mardi dernier, le match aller, il a été décalé à dimanche à cause des cas de Covid dans l'équipe normande. C'est ça. Et puis leur joueuse numéro 1 qui était indisponible parce que un conflit de calendrier, c'est toujours un petit peu compliqué dans ce sport. C'est une équipe qui allait jusqu'en finale et qui quelque part atteint un petit peu son plafond de verre pour des raisons un peu extrasportives. C'est dommage, mais quelque part Metz TT devrait, sauf grande surprise, s'en sortir avec le titre et ce serait une grande satisfaction pour le club, je pense. Donc il faut supporter ce soir Metz TT pour décrocher ce 4e titre et on va un peu se projeter sur la saison prochaine. On sait que la saison dernière, Maria Telakova est arrivée. Est-ce qu'elle sera dans l'équipe la saison prochaine? Est-ce que tu as des petites infos à nous donner? Des petites infos comme ça, il ne devrait pas y avoir énormément de mouvements dans l'équipe. Normalement, ça va être assez reconduit. Le trio devrait rester. C'est ça, le trio va rester. Adina Diaconou qui est là depuis plusieurs saisons, Maria Telakova la Russe qui est arrivée et Gia Duovu, l'expérimentée qui est là depuis de nombreuses années et qui
qui a gagné des titres de champion de France avec Metz. Par contre, on parle d'un trio et il n'y a pas que 3 joueuses à Metz cet été, puisque a priori, on devrait avoir un départ de Dina Meschref qui n'a pas vraiment comblé les attentes qui étaient placées en elle et qui va, semble-t-il, partir. Mais cet été travaille sur les solutions de remplacement également. On rappelle que Dina Meschref est numéro 1 sur le continent africain et devait apporter une plus-value, sauf qu'elle n'a pas joué les derniers matchs, elle n'était pas même plus convoquée dans l'équipe. Non, alors après, aucun d'entre nous n'est dans le vestiaire et n'a pu voir exactement comment ça se passait, ni même à l'entraînement, dans quel état de forme elle était, mais manifestement, les choix ont payé puisque l'équipe a des résultats et c'est sans elle, donc... Voilà, il y a toujours beaucoup d'attentes sur les joueuses étrangères qui viennent jouer à Metz, qui viennent jouer en France d'une manière générale. Et cette fois-ci, ça n'a pas pris malheureusement. Allez, nous allons suivre bien sûr Metz cet été ce soir et en reparler la semaine prochaine dans Moselle Sport. Mathieu, évoquons maintenant le derby de Régional 1 entre Forbach et Saint-Avold. Samedi soir, c'était le derby de Régional 1 entre Saint-Avold et Forbach. Les deux formations sont à la recherche de points pour assurer le maintien en Régional 1. Si les Forbachois étaient arrivés un petit peu supérieurs favoris, ils ont été cueillis à froid par Saint-Avold, défaite 2-1. Je vous propose de revenir sur ce match. C'était le combat entre mal classés en Régional 1. D'un côté, Saint-Avold à domicile à la conquête d'un maintien incertain et de l'autre, l'US Forbach à la recherche de stabilité après l'arrivée à sa tête d'un 3e entraîneur cette saison, Momo Bekada, venu en remplacement de Manulette. Le coach de Forbach n'est pas un inconnu à Saint-Avold puisqu'il avait dirigé pendant quelques mois l'étoile naborienne en duo avec un certain Zouhir Salaheddine, toujours en poste sur le banc de Saint-Avold. Écoutez, moi ça ne me change pas grand-chose, voilà, ça veut juste donc bonne touche et voilà, après je connais tout le monde, que ce soit donc d'un côté ou de l'autre, voilà, c'est tout, mais il n'y a rien de spécial. Les deux formations est-mosellanes à la recherche de précieux points pour le maintien ont livré une bataille équilibrée marquée par un nombre incalculable de cartons jaunes mais sans une once de magie. Les premiers frémissements sont venus des hommes en bleu de Forbach avec cette frappe de Ozel obligeant Lorenz, le gardien de Saint-Avold, à se coucher. Sur sa première occasion, Saint-Avold réalise le braquage parfait. Bien aidé par la grossière erreur de la charnière centrale forbachoise, Samuel Giangreco ajuste parfaitement le portier et inscrit le premier but du soir. En seconde période, Babit double la mise avant que Forbach réduise la marque par l'intermédiaire de Benoît Kowalczyk. Les hommes de Momo Bekada pensent arracher le match nul dans les derniers instants, mais le coup franc d'Aziz Benachour vient s'écraser sur la barre naborienne, score final 2-1. Saint-Avold réalise la bonne affaire et engrange 3 points importants pour son maintien. Après, dans l'état d'esprit, je pense que mes joueurs ils étaient irréprochables et aujourd'hui, je n'ai pas joué contre Forbach où j'ai joué pour avoir 3 points pour continuer à vivre dans ce groupe de terrain qui est compliqué, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc on verra ça. Je pense que Saint-Avold en voulait beaucoup plus que nous, parce que sachant qu'eux ils jouent donc le maintien, et nous on est donc au milieu de tableau, mais mathématiquement, je dirais, on n'est toujours pas maintenu, mais ils ont voulu plus que nous, et voilà, je pense que la différence, elle s'est faite par rapport à ça. Il ne reste que 4 journées aux deux formations mosellanes pour aller chercher un maintien, mais surtout pour préparer la saison prochaine. Mathieu, on va découvrir le classement de cette poule de Régional 1. Donc Forbach est 7e avec 25 points. Le maintien est presque fait pour eux. Saint-Avold est 9e avec 18 points. Est-ce que ces deux clubs vont rester en Régional 1 la saison prochaine ? Alors, je n'ai pas ma boule de cristal, mais on l'espère en tout cas. Et en tout cas, c'est parfaitement possible. Comme tu l'as dit, Forbach est plutôt bien engagé. Saint-Avold, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il y a cette situation d'égalité avec Sarreguemines qu'il va falloir un petit peu départager. Mais les deux clubs vont avoir un petit peu un destin lié puisque en bas de tableau, il y a aussi le club de Schirheim et Forbach va jouer contre Schirheim. Et en cas de victoire, ça donnerait un petit peu d'air aux deux équipes en un seul résultat. Donc ce serait un plutôt bon résultat pour tout le monde. Et on espère que ça va décanter un petit peu le classement. On l'a vu dans le reportage, Forbach a des difficultés pour trouver une stabilité dans ce club. Ils ont eu cette saison 3 entraîneurs, Fred Ustaritz, Manulette et enfin Momo Bekada, et 2 présidents, Pascal Kirchstetter et maintenant Dany Ibarra. Comment on explique ce manque de stabilité à Forbach ? C'est assez malheureux quand il y a des situations comme celle-ci dans des clubs parce que ça englobe beaucoup de choses. Il y a les joueurs, il y a le staff, il y a aussi tous les bénévoles qui sont autour et qui essaient de se donner du mal. Et là, il y a eu beaucoup de vents contraires cette saison. Et effectivement, si le club parvient à se maintenir, ce qu'il
qu'il est plutôt bien parti pour faire, eh bien, il va falloir trouver une nouvelle stabilité vraiment sur le long terme et pas uniquement des solutions comme ça qui sont à la va-vite et qui ne durent pas, parce que eh bien, c'est un club qui va avoir envie aussi d'aller plus loin et de faire mieux que de jouer le maintien. Et on espère en tout cas que les vents contraires seront vite terminés. Et on le sait, les objectifs de ce club, c'est d'aller monter en National 3, National 2, donc jouer au niveau national. Bien sûr, et forcément, si on a ces ambitions-là, il faut vraiment avoir de la stabilité, parce qu'avec ces changements de coach, etc., c'est très compliqué. Et il faut voir assez loin, et aussi pour convaincre les joueurs de venir. Personnellement, si on me dit en tant que joueur, viens signer à Forbach, tu vas voir, c'est super, je vais dire, j'ai vu 2-3 trucs là qui me paraissent un peu bizarres. Donc la stabilité, c'est le maître mot. Tu veux reprendre une licence de foot, c'est ça que tu dis? Je n'en ai jamais eu aucune. Ah bon, peut-être une première. Allez Mathieu, parlons du gros sujet de ce Moselle Sport. Il s'est marqué ici, sur notre cœur, c'est le TFOC. C'est la dernière partie de cette émission. Nous allons débriefer cette saison historique du TFOC avec Romain Pitou qui va arriver dans quelques instants. Mais Mathieu, j'ai une petite question. Toi qui as suivi la demi-finale retour contre Le Canet, on a vu à la fin du match beaucoup d'émotions dans le regard et dans la voix du staff et des joueuses. Et s'il n'y avait que dans la voix du staff et des joueuses, il y avait de l'émotion partout dans cette salle. Les supporters qui étaient présents ont donné de la voix tout le long. C'était vraiment incroyable. Et puis c'est la conclusion d'une saison qui est vraiment formidable. Toutes les attentes ont été comblées et même dépassée. Tout ça, c'était quelque part du bonus, puisque l'équipe est qualifiée aussi pour une Coupe d'Europe. Elle fait la meilleure saison de son histoire. Donc forcément, ça pouvait être qu'un grand bonheur, cette fin de saison. Malgré la défaite, tout le monde était aux anges. C'était une belle fête. Nous allons en parler dans quelques instants avec Romain Pitou. Merci Mathieu d'être venu. Tu vas laisser ta place à l'invité. Avec plaisir. Allez, c'est l'heure de l'invité de la semaine. J'accueille sur mon plateau Romain Pitou, l'entraîneur du TFOC. Salut Romain. Bonjour. Je porte le maillot de ta femme. Est-ce qu'il me va ou pas? Elle le remplit mieux que toi. Il manque un peu de muscle, effectivement. Un petit peu, oui. Alors Romain, nous allons revenir sur toute la saison du TFOC, mais on va surtout tout de suite parler de la demi-finale retour contre Le Canet. Est-ce que tu es remis de tes émotions? Oui, encore un peu fatigué, mais c'était une belle après-midi. Ouais, on t'a vu crier, vibrer durant 5-7. Ça devait être incroyable à vivre sur le terrain. Ouais, c'était un super sentiment. Je pense qu'on sort par la grande porte. On s'est très très bien battu. C'est un club qui a un budget plus élevé que nous. C'est le premier club en France qui est monté avec un propriétaire, qui a 2 clubs. Parce qu'il y a Vollero Le Canet et Vollero Zurich. Donc voilà, c'est ce qui se fait de mieux en France. On sort avec un 3-2, et on a une balle de match, on n'arrive pas à conclure, c'est dommage. Mais est-ce qu'il n'y a pas du regret de se dire qu'on n'est pas allé chercher le 3e match et peut-être chercher une première finale dans son histoire? Non, autant au premier match de la demi-finale, je pense qu'on avait 2 joueuses qui étaient au niveau du match, Mariam Sidibé et Taylor Mims. Autant là, sur le match, tout le monde était au niveau. Elles nous ont toutes fait vibrer. Je leur avais demandé d'être 2. Il y avait 2 grandes consignes. C'était de jouer tout à 100%. On prenait les risques, on assumait. Et puis après, d'être fier. Et là, je pense que tout le monde pouvait se regarder dans le miroir le soir et être fier de ce qu'on avait fait. Est-ce que tu as cru sur la balle de match que c'était bon, que Mariam n'avait pas touché le ballon du bout des doigts? Non, parce qu'elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit qu'elle avait touché, on l'a vu, donc on savait. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grosse explosion de joie. On savait, donc c'était plus simple aussi de digérer la décision. On va revenir sur toute cette saison 2021-2022. Alors, on va le voir avec ces infographies. Il y a eu un noyau central qui est resté avec 5 joueuses. 6 même. Est-ce qu'il y avait une envie de prolonger la belle saison précédente sur la saison 2021-2022? Oui, on avait fait une super saison déjà la saison dernière. On avait un groupe qui vivait très bien ensemble. On avait la chance de pouvoir proposer à 6 filles de rester et elles ont accepté. Donc ça nous a permis d'avoir un noyau qui était déjà très solide et surtout d'avoir une ambiance qu'on a pu garder parce qu'on était un groupe où c'était assez cash. Donc c'était bien que celles qui arrivent, elles devaient se fondre dans notre moule en fait. Et comment on arrive à garder ce noyau alors que souvent dans le volley, les filles partent après une saison, voire dans d'autres expériences? Déjà, je pense qu'elles étaient contentes de ce qu'elles avaient fait. Elles ont vu que le club, c'était un club honnête, qui respectait tout ce qu'on avait dit. Donc, et puis la saison qu'on avait fait. Donc, je pense qu'elles voulaient quand même jouer devant
les fans qu'on a, le public qui est assez extraordinaire. Donc avec le Covid, elles n'avaient pas fait beaucoup de matchs avec le public. Là, peut-être qu'elles voulaient garder un peu plus de matchs avec le public. Est-ce qu'il y avait un pacte entre elles en se disant on peut aller plus loin, on peut marquer l'histoire du club, on peut marquer l'histoire du TFOC? Non, il n'y avait pas de pacte, mais c'est sûr que chacune avait un projet individuel. Si on prend le cas de Taylor, par exemple, il y avait un projet de continuer à la faire progresser, chose qu'on a réussi à faire. Donc c'est très très bien pour elle et pour le club. On l'a vu, hein, le TFOC, c'est un club qui permet à de joueuses qui sont bonnes mais qui ne sont pas extrêmement fortes, qui peuvent passer un palier dans le club. C'est ça aussi que vous recherchez, des joueuses à fort potentiel. Oui, moi je viens de la formation, je n'ai pas fait de volley de haut niveau en tant que joueur, donc moi je suis dans la formation, il me faut des joueuses qui me ressemblent, donc des joueuses qui travaillent énormément. Souvent avec des joueuses qui ont un plus gros palmarès, c'est dur de se remettre en question. Des joueuses qui ont tout à prouver, c'est plus simple. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe qu'on a construite. Durant cette saison, il y a eu 2 phases, la phase aller, la phase retour. Lors de la phase retour, il n'y a eu que 3 défaites. Quel a été le déclic où vous vous êtes dit « Ok, on peut jouer le haut niveau, on peut jouer les playoffs et on peut tenir tête à des cadors de la Liga » Alors, il y a eu déjà, je pense, la révélation de Ashley Evans, qui a été peut-être libérée par le départ de Lena Chameau, parce que cette joueuse, elle a vraiment progressé entre la première et la deuxième phase. Donc, c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas de match référence pour moi, mais il y a une double confrontation où on va à Albi et on enchaîne avec Cannes, et là, on part une semaine, en fait, ensemble. Et je pense que ça a soudé un petit peu le groupe. En plus, on revient avec 2 victoires, donc c'est toujours plus simple. Mais je pense que c'est peut-être ça, ce déplacement-là, qui a fait que la mayonnaise a pris. Tu penses que tu as un des groupes les plus soudés du championnat, selon toi? Et c'est ce qui fait que vous avez atteint cette 4e place et les playoffs? Alors je pense qu'on a surtout, tout le monde va dans le même sens. Il y avait des affinités avec certaines filles qui se voyaient en dehors des entraînements et des matchs, mais on avait aussi des filles comme Paulina qui ont une vie à côté, qui ont un enfant, qui font leur vie à côté. Et donc c'est un mélange. Dès qu'on est à l'entraînement, on se donne à 100%. Dès qu'on est en match, on se donne à 100%. Mais après, je ne surveille pas trop ce qu'elles font à côté. Moi, ce que je veux, c'est que quand on est au travail, on travaille. Et c'est le plus important. Vous avez très bien travaillé ensemble puisque niveau statistique, tu as 2 joueuses qui ont tout explosé. Tout d'abord Taylor Mims qui est la meilleure marqueuse de la phase régulière et Mariam Sidibé qui est la meilleure bloqueuse, la meilleure contreuse. Comment tu expliques que ces 2 filles qui arrivent à briller sur la scène nationale? Alors Mariam, c'est très simple. Pour moi, c'est la meilleure. Techniquement, c'est une des meilleures joueuses du championnat, donc c'est assez logique. Après, Taylor, c'est un gros potentiel physique, mais techniquement, il y avait des choses à voir. Quand on l'apprend à Vandeuve il y a 2 ans, elle ne faisait pas tous les matchs, donc on a travaillé énormément. Et là, c'est là où il faut saluer les joueuses, c'est qu'elles ont accepté de travailler. Des fois, il y en a qui viennent à reculons et on essaye qu'il n'y ait pas trop ça. Donc on s'entraîne en musique, on essaye d'avoir une bonne humeur. On a de la chance qu'elle soit venue dans notre univers. Après, les résultats, c'est super pour elle, mais aussi pour le club. Pour moi, c'est que du bonus là. Contrairement à des gros clubs comme le Canet, tu n'as pas un banc extensible. Et on va le voir avec cette statistique, tu t'appuies sur des joueuses qui ont fait presque tous leurs matchs. Donc on le voit, Kendall White a joué 117, Mariam 109-7. Tu t'es appuyé vraiment sur un noyau dur avec un set vraiment presque toujours le même et des joueuses dans la rotation. Oui, moi je suis un entraîneur où tant que ça gagne, on reste. Mais si ça ne va pas, comme on a vu avec Anna lors de la demi-finale, on laisse la chance. Donc c'est sûr qu'au niveau chiffres, y en a quand même 3 où on va dire c'est normal. Kendall parce que c'est la seule sur son poste, même si on a Cassie Messin du centre de formation qui est rentrée un petit peu. Mais elle n'était pas libéraux quand elle est rentrée. Et on a Mariam qui a fait toute la saison, mais parce que Mariam elle est extraordinaire, la capitaine. Donc voilà, ces 2 joueuses-là, elles sortent pas trop. Ashley Evans, il y a la doublure qui est partie. Taylor, elle a eu un petit passage à vide. Donc il y a Isaline qui a joué un petit peu à la pointe. Mais nous, notre logique, c'est de construire une équipe avec seulement 10 joueuses, faire confiance au centre de formation. Et les 10 joueuses pro, qu'elles aient un intérêt, qu'elles soient partie prenante de l'aventure.
Je pense qu'on est un des seuls clubs où toutes les joueuses peuvent dire j'ai participé à l'aventure. Oui, par moment, un peu plus, un peu moins. Mais en tout cas, tout le monde peut se féliciter d'avoir pris part aux résultats. Avec cette bonne humeur, ces résultats, ces joueuses de qualité, est-ce que ça attire ? Est-ce que tu as des contacts de joueuses qui disent « Ok, je veux rejoindre l'aventure TFOC et je veux porter le club encore plus haut » ? Alors, on a plein de contacts. Notamment avec la Coupe d'Europe. Avec la Coupe d'Europe, qui est une première pour nous, mais on a plein de contacts. Après, là, le marché il est encore un peu trop élevé pour nous. On a aussi des filles qui veulent revenir. Je tairai leur nom, mais donc c'est qu'on travaille bien, c'est que les filles elles se sentent bien et puis qu'on n'est pas sur la Côte d'Azur, mais que. Est-ce que Limarenko est dans cette liste de joueuses qui souhaitent revenir ? Ouais, Limareva, elle est venue nous voir quand on a joué la demi-finale au Canet. C'est une fille que moi j'ai bien aimée, qui s'est bien battue. Après, il lui faut une très très bonne passeuse pour jouer avec. Donc je lui ai dit que c'était une piste, mais il faut d'abord qu'on trouve la passeuse. Et briller sur la scène nationale fait que d'autres clubs s'intéressent aux joueuses. Est-ce qu'il y a déjà des joueuses qui sont susceptibles de partir, là, de quitter le club ? Je pense qu'on va renouveler l'effectif à 90, entre 90 et 70%. Donc forcément, 2 belles saisons, des joueuses qui ont brillé, 3 défaites seulement sur la phase retour. Il y a des plus gros budgets, des plus grosses villes, il y a plein d'intérêt pour les autres filles, pour les filles d'aller voir ailleurs. Mais voilà, le fait qu'il y ait plusieurs filles qui veulent revenir, ça me fait dire aussi qu'on travaille très bien et qu'il faut qu'on reste nous-mêmes. Donc la saison prochaine s'annonce positive. Et quels seront les objectifs ? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça avec le staff ? Moi, j'en ai parlé un petit peu avec le président, j'ai donné mon avis. Je pense que nous, il faut qu'on reste à viser le top 8. Financièrement, on n'est pas assez solide pour dire tout de suite qu'on veut jouer un titre, on veut jouer une Coupe d'Europe. Mais voilà, l'objectif de rester dans le top 8, de s'installer dans le top 8 et de faire progresser le club, que ça soit sur la structuration, que ça soit sur l'image, les sponsors. Et après, une fois qu'on aura un petit peu plus d'argent, ou beaucoup plus, on verra les autres projets. Il y a Nantes qui a un très très beau projet à peu près 2 millions d'euros. Nous, on est à 700 000, 750 000. Donc il y a forcément une classe d'écart. Donc dire qu'on veut jouer le titre face à des équipes comme ça, ça va être compliqué. Maintenant, quand on va être sur le terrain, on va rien lâcher. Et dernière question, Romain, tu as été élu par le journal L'Équipe meilleur entraîneur de la phase régulière. Comment tu le prends, ce prix ? Alors moi, je le prends d'une façon très très simple. Pour moi, je ne suis pas le meilleur entraîneur, mais je suis le leader du staff qui a le mieux tourné. On a le plus petit budget, on a fait le meilleur résultat et je le prends comme ce ratio-là. Parce qu'au final, on n'a pas gagné la Coupe de France, on n'a pas gagné le championnat. Donc c'est un peu trop simple de dire oui, on est les meilleurs. Donc c'est vrai que sur le ratio masse salariale, budget et résultat, c'est nous qui avons acheté les points le moins cher par rapport à d'autres équipes. Voilà, moi, surtout, je veux féliciter le staff, les joueuses, parce que c'est grâce à eux que je peux être moi-même. Donc tu es le chef d'orchestre du TFOC et de son fonctionnement. C'est ça, moi, je ne prends pas ça du tout à titre individuel. Et puis, vu la toute petite ligne que c'était dans l'équipe, c'est pas encore assez important pour que la tête, elle gonfle. Donc, mais c'est déjà beaucoup. Et bravo à toi, ton staff et au club pour cette magnifique saison. Et merci de nous avoir fait vibrer durant toute cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir fait partager ça, parce qu'on a eu beaucoup de compliments lors de vos réalisations, ce que la LNV n'a pas forcément. Donc, je crois que tout le monde vous remercie. Et je suis le porte-parole de tous ces remerciements-là. Merci Romain d'être venu dans cette émission. On peut se dire à la saison prochaine. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse.